Et coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo précédente. Alors navré pour la luminosité, on est fin de journée, il est 17 h. J'ai quelques réceptions, du coup je me suis dit que j'allais tourner un bout de vidéo. On est jeudi aujourd'hui, on est le 9 février très exactement. Je n'ai pas tourné depuis le début de la semaine puisque je n'ai pas eu le temps, et de nouveau avec notre petit chacha nous avons eu quelques petits épisodes de frayeur encore, mais là ça va mieux, donc on respire un peu plus. Niveau lecture du coup j'ai pas trop avancé en ce début de semaine, même si j'ai commencé un livre vraiment trop bien qui est dans mon sac que j'avais emmené aujourd'hui au travail, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Bref, mais en tout cas c'est un début de vidéo ouverture de colis reçu. Alors j'ai reçu ce... Ah mais si, je sais ce que c'est. Oh bah je vous montre quand même. Alors ça n'a pas grand chose à voir avec les livres, ou en tout cas les romans, la fiction. J'ouvre et je vous parle de ça après. Alors en fait il s'agit d'un magazine, là c'est le numéro 2 qui s'appelle Les Passeurs, et le sous-titre on va dire du magazine c'est Contrebande d'imaginaire en montagne. Alors navré hein, si ça n'intéresse pas grand monde par ici, mais voilà, comme je l'ai reçu je vous en parle aussi. Je vous lis un petit peu le résumé de ce magazine. Les Passeurs est un projet vivant dont ce magazine est la première manifestation physique. C'est avant tout un outil qui doit venir nourrir les démarches engagées partout en montagne, créer la discussion et le débat. Et en gros c'est un magazine autour de toutes les questions qu'on se pose sur notamment l'exploitation de la montagne. Donc vous n'êtes pas sans savoir maintenant que je travaille pour l'Alpe d'Huez, et voilà, et dans mon travail malgré tout ce sont des questions que je me pose, voilà, à titre personnel et à titre professionnel, sur la gestion de l'eau, la gestion des espaces naturels quand du coup on exploite pour du tourisme ces espaces qui sont absolument magnifiques et que à mon échelle j'ai envie de préserver le plus longtemps possible. Donc voilà, donc c'est un collectif en fait qui s'appelle Les Passeurs. J'aime bien. Demain ce sera bien, et voilà, parce que demain on a envie que ce soit bien, et du coup il faut agir, du coup voilà, donc c'est un collectif qui s'est créé au sein de ce magazine pour voilà un petit peu parler de tous ces sujets. Qu'est-ce qu'il y a là comme sujet par exemple? La neutralité carbone pour les nuls, ceux qui même prendront le train, donc c'est sur la mobilité propre. Émettre moins pour rider plus, la montagne laboratoire de transition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de sujets vraiment, il y a plein de sujets vraiment différents, et voilà, comme ça m'intéresse, j'étais tombée sur LinkedIn sur voilà ce magazine auquel du coup participe quelqu'un que je connais, et je me suis dit que vraiment voilà, ça pouvait m'intéresser, et que j'avais envie de me nourrir un peu d'informations concrètes sur ces sujets. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, c'est Les Passeurs, c'est le 2e numéro. Ils sont en cours de création du 3e. Et voilà, en partenariat, et notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Voilà, il y a plusieurs partenaires publics, on va dire, l'agence Savoie-Mont-Blanc, enfin voilà. Bref, je suis très contente de l'avoir reçu. Je pensais pas le recevoir aussi rapidement, mais c'est chouette. C'est chouette. Il y a tout plein de conseils lecture aussi. Non, c'est chouette, j'ai hâte de le découvrir, et à la rigueur je pourrais peut-être vous en reparler si ça vous intéresse. Côté roman, du coup, 2 réceptions. Donc là c'est une réception de la part des éditions Le Duc. Isabelle Lagarrigue, Nos racines invisibles. Ah, Cynthia Kafka. J'avais bien aimé les livres de cette autrice qui écrit Inoubliable, une histoire unique et pourtant universelle portée par des personnages touchants d'humanité. Nos racines invisibles, donc de Isabelle Lagarrigue. Alors, qu'est-ce que... Ouh, il y a quelques petites choses dedans. Ah bah, il y a une dédicace, trop bien. Très sympa. Et qu'est-ce qu'on a? Il sort quand? Le 21 février. Est-ce qu'il y a... Accessoirement, je peux vous montrer la couverture, hein, c'est pas mal, ça se fait quand même. Avec ce profil féminin. Je vais vous lire le résumé, mais avant, je voudrais voir s'il y a quelques avis des copines. Alors, il n'y en a pas là dans le livre. Est-ce qu'il y en a dans le communiqué?
Non plus. Et je crois que j'en ai vu quand même sur le marque-page. Ce roman est juste divin. Coralie, les deux mots que je retiendrai pour ce livre, beauté et générosité. Et Olympe qui écrit entre amour, humour et secret, un merveilleux roman. Écoutez, donc Manon est lectrice, Manon, les lectures de Manon, est lectrice des éditions Charleston. Je lui ai redemandé ce qu'elle avait pensé de ce roman, parce que je me souviens plus de ce qu'elle m'avait dit, mais peut-être qu'elle m'en avait même pas parlé. Je lui ai redemandé. Je vous lis du coup le résumé. Étudiante en archéologie, Romy mène une existence plutôt solitaire depuis la mort de sa mère, alternant chantier de fouilles au Brésil et sessions de travail sur sa thèse à Lyon. Si elle a consacré sa vie à étudier les civilisations ancestrales, elle ne peut se débarrasser du sentiment que quelque chose cloche dans son propre arbre généalogique. Elle n'a pas grand-chose en commun avec ce père, dont le seul but dans la vie semble être de figurer dans le livre Guinness des records par tous les moyens, même les plus ridicules, ni avec cette grand-mère avec laquelle elle n'a jamais réussi à avoir de véritables conversations. Alors même s'il serait plus confortable de ne pas savoir, même si les tests ADN sont illégaux en France, elle se lance dans une quête de ses racines qui risque de bouleverser sa vie à tout jamais. D'une écriture sensible, Isabelle Lagarrigue nous offre un drame rempli d'émotions qui aborde avec subtilité la question des liens de filiation. Voilà, écoutez, pour ce livre, je ne connais absolument pas l'autrice, c'est pourtant son 4e roman. J'irai voir ce qu'elle a écrit d'autre. Et elle commence par une phrase de Grand Corps Malade et Laila Bekti. La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels, ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent, ceux qui te parlent la bouche fermée parce que le cœur s'en mêle. Donc sous-entendu, la famille, c'est pas forcément les liens du sang, c'est aussi la famille qu'on se crée. Et je suis on ne peut plus d'accord. Autre réception de la part des éditions Archipel. Alors, ma vie à pile ou face. Et si on laissait une chance à l'amour qui sort le 16 février. Je vous montre du coup la couverture. Josh est en pleine crise de la trentaine. Jade, sa petite amie de longue date, vient de le quitter. Il a perdu son job et doit retourner vivre chez ses parents à Bristol. Alors qu'il s'interroge sur ce qu'il a bien pu faire pour en arriver là, le jeune homme est pris d'une idée folle. Et si, à partir de maintenant, il décidait de tout en jouant à pile ou face? Après tout, planifier sa vie comme il l'a toujours fait lui a valu de finir sans domicile, sans emploi et célibataire. Alors pourquoi ne pas s'en remettre au verdict d'une pièce de monnaie? Ce qui commence comme une simple plaisanterie va bientôt rythmer sa vie tout entière. Mais au jeu de l'amour et du hasard, un simple pile ou face pourrait bien tout faire basculer. Ah, c'est cool. Ça me fait un peu penser à Yes Man. Yes, je sais plus le film avec... comment il s'appelle? J'ai perdu son nom, avec Jim Carrey, où il dit oui, il décide de dire oui à tout. Et là, du coup, c'est un peu drôle de se dire qu'on prend chacune des décisions de notre vie juste, voilà, à pile ou face. À voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être un bon petit roman, donc qui sort le 16 février. Un journal de Bridget Jones au masculin. Trop bien. Ah, c'est drôle. Sa vie résumée en 3 lignes est assez rigolote. Donc, il est né en 91 à Bristol. Il est diplômé du King's College de Londres. Il a porté la flamme olympique. Il a prononcé un discours à la Chambre des communes. Et a été reporter People. J'aime bien l'association de... J'ai porté la flamme olympique, je viens du King's College, j'ai fait un discours à la Chambre des communes et à la fois j'écris enfin je suis reporter People. Bref, et ben merci beaucoup les éditions Archipel, les éditions Le Duc, et du coup voilà, à voir ce que ce magazine Les Passeurs donne. Mais à l'occasion, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous en reparler. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Donc clairement, je pense que j'aurais pas beaucoup le temps de tourner d'autres petites séquences d'ici dimanche. Enfin, c'est surtout que comme je vais pas beaucoup lire d'ici dimanche, j'aurai pas forcément grand chose à vous dire, donc je préfère laisser encore une semaine du coup de petites vidéos avant de publier. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne fin de journée. Eh bien, le bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 14 février, jour de la Saint-Valentin, où je ne ferai absolument rien pour l'occasion. J'ai d'ailleurs capté qu'on était le 14 février ce matin. J'ai les cheveux très électriques en arrivant au boulot et j'avais absolument pas capté qu'on était le 14 février, mais bon, bref. Je reviens avec 2 lectures terminées, une lecture en cours et une réception. Beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais commencer par les lectures terminées et je vais commencer par cette petite bande dessinée des éditions Delcourt, Les fleurs de grand frère par Gaëlle Génillier. Et il me semble d'ailleurs que c'est une première
bande dessinée de la part de l'autrice. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit d'un conte onirique qui traite de la différence. En fait c'est un sujet, enfin vous verrez le personnage, enfin non vous verrez pas, je vais vous montrer. Le personnage du coup a une bonne dizaine d'années et en fait ça traite vraiment du sujet de la différence de façon un peu fantastique et onirique et poétique à l'âge où le regard des autres commence clairement à compter. Voilà l'image qui représente ça. Donc en fait c'est un petit garçon, un pré-ado, on va dire une bonne dizaine d'années, qui un matin au printemps se réveille avec des fleurs sur la tête. Et du coup il ne comprend pas pourquoi, il ne comprend pas ce qui se passe, il demande à ses parents ce qui se passe, il dit qu'elles lui font peur, qu'il faut les couper, mais voilà les parents essaient de l'assurer en disant que lui il dit c'est pas normal, voilà. Donc ce sont vraiment des termes et des réactions qui sont disons réaliste quand par exemple on va avoir un enfant qui va être différent de par plein de choses. Ça peut être une maladie, ça peut être un handicap, ça peut être une couleur de peau, ça peut être des particularités culturelles, etc. Et du coup voilà, il dit c'est pas normal, le papa qui lui dit c'est vrai que c'est surprenant mais elles sont très belles ces fleurs, lui dit qu'il voudrait les couper. Si elle se mettait à trop pousser et que je disparaissais, qu'elle m'étouffe sous un tas de feuilles et de racines. Et là la maman lui dit les fleurs ne tuent pas, elles rendent belles les choses qu'elles touchent, c'est au contraire une magnifique expérience que t'offre ce nouveau printemps, etc. Et du coup il va décider de les accepter, d'en prendre soin et il va faire en fait justement de cette différence une qualité chez lui. Et donc du coup son petit frère va trouver ça absolument génial. Il va avoir peur pour sa différence, donc ces fleurs qui poussent quand par exemple à certains moments il sort se balader dans la nature et qu'il va y avoir des coups de vent, en fait il va avoir peur du coup que ces fleurs s'envolent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis bah oui, il y a forcément un moment où le cycle du printemps s'arrête et où à l'automne il va du coup commencer à perdre les feuilles et les fleurs qu'il a du coup sur la tête. Je l'ai trouvé vraiment très beau, très belle cette bande dessinée. Les dessins sont vraiment magnifiques et je trouve que d'aborder la différence chez un enfant à travers cette fleur comme ça qui pousse, je trouve ça vraiment très joli. Cette image par exemple est très belle où on est en plein été, où du coup ces fleurs vraiment poussent et racontent en fait plein de choses et ce côté voilà cyclique où elle pousse sur lui au moment où c'est le printemps et elle commence à disparaître à la fin du cycle, au moment où justement il s'y était fait et au moment où il commençait à s'approprier cette différence. Voilà, si vous avez l'occasion de lire cette bande dessinée Les Fleurs de Grand Frère aux éditions Delcourt de Gaëlle Génillet, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Alors par contre je serais incapable de vous dire à partir de quel âge un enfant peut lire cette BD, parce que bon clairement c'est une BD pour adolescents, mais je dirais ouais 8 ans peut-être, 8 ans. 8 ans, je dirais. Allez, c'est mon appréciation personnelle, je dirais une huitaine d'années, pas du tout, 8 ans. Autre livre du coup que j'ai terminé, Soleil de sang de Christophe Ferré. Alors là nous sommes sur un véritable page turner. En fait on va suivre Juliette qui du coup Juliette habite du côté de Cannes, donc dans le sud de la France, et un jour elle va du coup dans la maison de ses parents pour fêter les 45 ans de Flavia, sa maman. Et donc là-bas se retrouve du coup le père, la mère dont on fête les 45 ans, sa sœur, son frère Valentin et donc Juliette. Et en fait ce qui se passe c'est que donc l'anniversaire se déroule et après trop noir pour Juliette et elle est retrouvée sur une plage et en fait elle apprend que dans la maison où avait lieu l'anniversaire, quasi tout le monde a été tué, c'est-à-dire que son père a été tué par balle, son frère a été tué, sa sœur a été tuée, sa mère est portée disparue et elle a été retrouvée sur une plage avec un trou noir complet. Et donc c'est mystère total de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qui a tué, pour quelles raisons. Et alors du coup on va Juliette va se mettre
Juliette va se mettre à accuser un petit peu tout le monde. Donc il va y avoir l'oncle richissime, il va y avoir le pompier qui l'a secouru, il va y avoir son petit ami, il va y avoir son ami et sa collègue de travail, il va y avoir sa grand-mère, enfin vraiment tout le monde va être passé au crible. Et en fait c'est un page turner parce que les chapitres sont hyper courts, ils sont, enfin on va de 1 page à 4 pages maximum pour certains chapitres. Ça va hyper vite, il se passe des choses à toutes les pages, où du coup les suppositions vont bon train entre le juge d'instruction et Juliette, et bien entendu il y a l'oncle qui lui aussi est accusé, mais se met lui aussi à avoir certaines hypothèses. En fait tout le monde est accusé et tout le monde a ses propres hypothèses, et au final on tourne un peu, c'est un peu le chat qui se mord la queue, et on essaye un peu de démêler tout ça, et clairement nous aussi on se met à accuser tout le monde et à se dire que en fait tout le monde peut potentiellement être coupable. Bien entendu s'ajoute à cela des histoires du passé, pour un petit peu nous tordre encore un peu plus l'esprit. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce côté page turner, et vraiment je vous dis il se passe des choses à tous les chapitres. C'est très allaitant. Il y a juste un moment où au bout des 3/4 où on s'est dit bon allez là c'est bon, il faut nous dire vraiment ce qui s'est réellement passé, parce que du coup comme je vous dis, on tourne autour tout le temps des mêmes personnages qui sont potentiellement coupables et victimes. Mais à un moment, voilà, on a envie hop, de sortir du cercle là un peu vertueux, et de vraiment avoir le point final et cette finalité dans cette enquête. Mais du coup, voilà, ça arrive vraiment aux 3/4 sur, allez, une trentaine de pages. On se dit, bon, c'est bon, là, ça y est, on a fait le tour, allons-y, quoi. Mais franchement, si vous voulez un bon petit page turner, quelque chose où il se passe quelque chose, justement, où on n'attend pas un peu trop longuement, où il se passe pas grand-chose sur certains chapitres, là c'est hyper haletant, donc franchement n'hésitez pas, parce que franchement vraiment cool ce Soleil de sang, Christophe Ferré, édité chez Archipoche. Livre commencé hier soir, du coup j'ai enchaîné, j'ai fini celui-ci, du coup hier en plus j'étais à Paris toute la journée, donc j'avais 6 heures de train, donc clairement j'en ai profité pour terminer ce livre. Et du coup hier soir quand je suis rentrée, j'ai commencé le nouveau Marjorie Tixier à l'encre rouge, donc édité chez Fleuve Édition. Je vous relis le résumé, je vais pas trop vous en parler parce que j'ai lu 34 pages, donc clairement je n'ai pas assez de choses à dire. Lysiane n'a jamais voulu être mère, et Jolene n'a jamais considéré comme telle cette tornade blonde aux ongles rouges qui débarquait un lundi sur 2 à l'auberge de ses parents pour lui couper les cheveux et formuler des remarques acides. L'enfant grandit loin dans sa paisible province, pendant que la mère, partie à la ville, s'épuise à combattre des moulins, jusqu'à ce qu'elle pose les yeux sur cette fille dont elle ne s'est jamais souciée et décide qu'elle sera sa revanche sur la vie. Un conte cruel où les liens du sang déchirent au lieu d'unir, blessent au lieu d'apaiser, avec en fil rouge la musique, quête de gloire illusoire ou exutoire salvateur. C'est l'autrice qui a, donc c'est son 3e roman, et c'est l'autrice qui a écrit Un autre bleu que le tien, que j'avais lu. Est-ce qu'il y a la couverture? Ouais, voilà. C'était ce livre-là. Vous avez sûrement dû le voir circuler, et du coup là on est sur une couverture non bleue, mais rouge cette fois-ci. Donc je vous en reparlerai bien entendu dans la semaine. Et là nous avons une petite réception. Ça fait longtemps que je n'avais rien reçu des rôles, et là j'avais repéré un livre qui est sorti, ou qui va sortir, qui est sorti le 9 février. Et je sais pas, le résumé me tentait plutôt pas mal. C'est un premier roman, L'affaire Margot, de Sanae Lemoine. Ouh là là, on a presque plus de batterie, donc on va essayer de se dépêcher. Je vous lis rapidement le résumé. Attendez, est-ce que ça tourne toujours? Oui, ça tourne toujours. Août à Paris, sa chaleur écrasante. Margot Lou vient d'avoir 17 ans, elle est brillante et tous les possibles s'ouvriront à elle bientôt. Mais pour le moment, sa vie lui paraît étriquée, pire, elle se sent invisible. Dans l'ombre d'une mère actrice de théâtre en vue, cultivant avec elle une distance délibérée, et qu'elle rêverait de pouvoir appeler maman. Fille d'un père dont on ne parle pas parce qu'il a une autre vie légitime, celle-là. Alors Margot décide de faire craquer les coutures de son monde, de prendre la lumière à son tour. À ce journaliste puissant et respecté qui semble s'intéresser à elle vraiment, elle révèle le secret de sa famille. L'affaire Margot est un roman d'apprentissage sensible sur le passage à l'âge adulte. Il explore les détours que prend l'amour entre une mère et sa fille. Voilà, donc ça me tentait plutôt pas mal. Le Point a écrit une apologie de la vérité contre les tricheries de la double vie, une ode à la fidélité conjugale. Simplement le récit d'un devenir femme à travers désir et transgression, masque et visage, et s'il n'y avait pas d'un côté la vérité et de l'autre le mensonge, si nous n'étions faits que de vérités contraires. Voilà, l'affaire Margot. Le magazine Elle, une voix avec laquelle il va falloir compter, et l'Obs, fin, précis et sur le passage à l'âge adulte, d'une cruauté proche de Bonjour Tristesse.
livre que je ne l'ai pas lu d'ailleurs. Mais voici pour ce livre. Merci beaucoup les éditions Erol. Et je pense que ce sera sûrement ma prochaine... Ah mais ils ont eu un avis dans l'IB, Marie-Claire, Nice Matin et le Figaro littéraire. Jeune fille rebelle qui grandit en plein mensonge. Margot lit Bonjour Tristesse, l'histoire d'un père et d'une fille. Sanaé, elle, lisait L'amant de Duras, l'histoire d'une mère et d'une fille et d'un secret. Cet auteur, avec sa narratrice lycéenne ultra lucide, sa justesse de ton et son sens de l'observation, rappelle Françoise Sagan. Un livre marquant sur l'intensité émotionnelle de l'adolescence, les bases et les limites de la famille sous la plume d'une débutante surdouée. Eh ben dis donc, ça s'annonce plutôt pas mal. Voici du coup pour ma petite intervention du jour. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai dans la semaine et en attendant, je vous souhaite une belle après-midi. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce vendredi 17 février, je reviens rapido pour vous présenter 2 lectures en cours que j'adore et une réception. Je vais commencer par la réception. Je vais essayer d'être efficace puisqu'il faut que je parte, enfin que je retourne travailler d'ici 15 minutes et j'aimerais bien faire une petite photo aussi pour une publication ce soir, publication concours d'ailleurs, pour le Murder Party Challenge. Là du coup j'ai reçu 2 livres de la part de Kalman Levy. Alors nous avons, hop là je suis trop contente parce que du coup il n'en avait presque plus de disponibles en service presse et ils ont réussi à m'en dégoter un. C'est celui-ci, Recherche Gentleman Fortuné de Sophie Irwin, guide à l'usage des jeunes filles. Quand je l'ai vu sur leur catalogue, j'en avais très envie. J'aime bien de temps en temps avoir ce genre de livres dans ma palle, ça permet d'offrir une respiration entre 2 livres qui peuvent être un petit peu plus lourd, un petit peu plus pompeux. Alors, Comté du Dorset, 1818, la jeune et téméraire Kitty Talbot, l'aînée d'une fratrie de 5 sœurs, est dans le pétrin. Depuis le décès soudain de ses parents, elle se retrouve à la tête de sa famille avec des dettes qui ne cessent de croître. Si une solution miraculeuse ne se présente pas bientôt, le charmant cottage des filles Talbot sera perdu et elles se retrouveront dans la misère la plus totale. Kitty n'a donc pas d'autre choix que de partir pour Londres afin d'intégrer la haute société et de se fiancer avec un homme fortuné avant que la saison s'achève. Son plan se déroule sans accroc jusqu'à ce qu'elle soit démasquée par le beau et hautain Lord Radcliffe. Dès lors, Kitty devra redoubler d'efforts pour tenir cet agaçant ennemi à distance, apprivoiser les codes de ce monde impitoyable et qui sait trouver l'amour. Une histoire d'amour délicieusement décalée avec une héroïne effrontée, digne d'un roman de Jane Austen, forcément, de Julian Fellowes. Je connais pas Julian Fellowes pour le coup. C'est son premier roman traduit dans une trentaine de pays. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre que je vais peut-être lire juste après mes deux lectures en cours. Et le second du coup envoyé par Kalman Levy, c'est un roman de Holly Williams qui s'appelle L'étreinte du temps. Je trouvais la couverture vraiment très jolie. 1947, 1967, 1987. 3 premières rencontres. Un couple, Violette, fille d'ouvrier gallois, et Albert, aristocrate rebelle, vont se rencontrer 3 fois, toujours à l'âge de 20 ans, et tomber éperdument amoureux. Bien qu'ils viennent de milieux opposés, leur passion pour la littérature et leur conviction les portent. Ensemble, ils veulent changer le monde. 3 chances. Qu'ils soient à une réception luxueuse d'après-guerre dans un squat féministe des années 60 ou au cœur d'une campagne électorale sous l'ère Thatcher, la société anglaise qui les entoure est en plein chamboulement. Les femmes gagnent en indépendance, la nouvelle génération se révolte et les pouvoirs politiques sont remis en question. Cette ébullition, bien qu'exaltante, laisse rapidement place à son lot d'incertitudes. Le jeune couple saura-t-il faire face aux remous de ces époques ? Dans ce triptyque moderne et captivant, Holly Williams brosse un portrait vibrant de l'Angleterre à plusieurs périodes au travers de 2 amants inoubliables. Il a l'air vraiment trop bien aussi. J'ai hâte de le découvrir aussi celui-ci. En plus c'est cool entre 3 époques plutôt canon, 47, 67, 87. Non, franchement je pense que ça va être un chouette roman. Merci beaucoup les éditions Kalman Levy pour ces envois. Et donc mes livres en cours. Ah non, j'ai pas pris l'autre. J'ai pas pris. Bon, ceci dit, je vous en parlais précédemment, c'est le nouveau Marjorie Tixier, édité chez Flav Édition. J'ai un petit peu plus avancé et franchement, j'aime beaucoup ce roman. Je vous remets la couverture ici. En fait, c'est un roman qui aborde les liens filiaux entre 3 femmes
de générations différentes. Et du coup, il y a Juliette, il y a Lily et il y a la petite fille, je ne me souviens plus. Non, c'est pas Juliette. Jeanne, Lily, je crois que c'est Lisiane. Jeanne, Lisiane, et du coup, la fille de Lisiane, donc c'est la... En gros, il y a 3 générations. Donc, il y a Jeanne qui est la mère de Lisiane, Lisiane qui est la mère de cette petite fille, donc j'ai perdu le nom, Dolly, voilà. Et du coup, c'est ce rapport plutôt conflictuel entre ces trois générations, puisqu'en fait, on apprend rapidement au début du roman que du coup le rapport entre Jeanne et Lisiane est vraiment très très compliqué, très très conflictuel. Lisiane du coup malheureusement tombe enceinte de façon accidentelle et en fait Jeanne va garder auprès d'elle sa petite fille qui s'appelle Dolly et Lisiane va elle complètement se désintéresser de sa propre fille. Mais du coup Jeanne la grand-mère va considérer forcément Dolly comme sa propre fille et il va y avoir un sentiment de jalousie du coup entre Lisiane et sa fille Dolly. Dolly qui du coup se retrouve un peu entre ces deux femmes, entre sa grand-mère et sa mère qu'elle n'a pas le droit au début d'appeler maman, puis finalement on lui dit que c'est quand même elle sa mère, que ce serait bien qu'elle l'appelle maman. Donc elle est dans un rapport un peu compliqué où elle sent qu'elle doit faire plaisir à cette mère qui ne sait absolument pas comment se comporter avec elle. Enfin, c'est vraiment comme ça un rapport sur 3 générations, rapport de femmes, de filles, de mères, hyper conflictuel, hyper toxique. Et c'est comment on grandit et comment on arrive à trouver sa place dans ces rapports vraiment très très psychologiquement compliqués. Du coup c'est vrai, enfin vraiment, alors je vais pas dire que je passe un bon moment puisque forcément le sujet est pas hyper léger, mais vraiment j'aime beaucoup la lecture et c'est vraiment une lecture qui vous porte, mais vraiment avec les tripes, enfin vraiment de l'intérieur, quoi. C'est vraiment des émotions qui sont hyper profondes, ce qu'on peut ressentir. Et vraiment, il y a des scènes qui me mettent hyper mal à l'aise. Enfin, vraiment, c'est vraiment le genre de roman où vous n'en sortez clairement pas indemne. Donc, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, mais en tout cas, j'avance plutôt bien. Mais c'est surtout que j'ai commencé celui-ci, Les Dames de Marlowe en quête de Robert Thorogood, Mort contre Triple, donc ça c'est le tome 1. Comme vous le savez, hein, je ne lis pas beaucoup de Cozy Mystery, c'est pas forcément mon genre de prédilection, bien au contraire. Mais dans le cadre du Murder Party Challenge, il y avait une catégorie Cozy Mystery et on est plusieurs du coup à le lire en lecture commune. C'est Marie de Lysurline Books qui me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière je crois et je l'ai commencé, alors j'en suis vraiment au tout début mais j'adore vraiment, j'adore ce Cozy Mystery, donc je vais pas vous en dire plus puisque voilà j'en suis au tout début, mais juste sachez que pour le moment franchement je ne pensais pas passer un aussi bon moment avec un Cozy Mystery et c'est le cas, donc c'est plutôt cool. Je me dis mais ça se trouve ça va être le Cozy Mystery, mon Cozy Mystery de prédilection et qui va sûrement me donner envie d'acheter les autres tomes et de suivre du coup les Dames de Marlowe. Donc les Dames de Marlowe, il y a très exactement Judith Potts, Bex Starling et Suzy Harris, donc les fameuses 3 dames de Marlowe. Pardon. Voilà du coup pour les lectures en cours, les réceptions, je vais vous laisser là, je vais faire ma photo pour la publier ce soir. Mais comme je disais, c'est une photo concours autour d'un livre policier de Lucinda Riley que du coup on va faire gagner avec Manon dans le cadre du Murder Party Challenge. Et en fait dans le cadre du Murder Party Challenge il y a une catégorie lecture commune et c'est notre lecture commune du challenge. Du coup on voulait permettre aux participantes au Murder Party de le remporter pour pouvoir faire la lecture commune avec nous. Du coup là on va pas mal mettre en place ces prochaines semaines des concours puisque on a eu beaucoup de retours de la part de maisons d'édition comme Calman Levy, La Martinière, qu'est-ce qu'on a d'autre, le Cherche Midi, on a les éditions Charleston, Archipel, enfin voilà, on en a vraiment pas mal qui nous suivent, City aussi, enfin bref. Donc franchement on est hyper contente et
Et du coup, on a hâte de caler tout ça pour vous faire remporter ces jolis ouvrages. Et il y aura aussi à un moment donné une box à gagner. Mais ça, je vous en dis pas plus, je vous en dirai un peu plus quand je la recevrai début mars. Voilà, je vous ai tout dit, je vais vous laisser. Je vais du coup faire ma photo et retourner travailler accessoirement puisque ce n'est pas encore le week-end. Et nous sommes dimanche après-midi, même jour, pas même face. Je me réveille d'une sieste. Je me suis empaffée avec mon petit chat qui galérait à s'endormir. Du coup, je suis allongée avec lui pour l'aider tout simplement. Et me voilà, juste avant la sieste, j'ai eu le temps de terminer ce livre. Du coup, Les Dames de Marlowe, enquête mort contre triple, édité aux éditions de La Martinière, écrit par Robert Thorogood, et nous sommes sur un tome, où est-ce que c'est marqué? Sur un tome 1, ça fait pas le focus, c'est pas grave. Alors comme je vous le disais, c'est le vrai premier cozy mystery que je lis, même si on considère que les Agatha Christie sont du cozy mystery. On va dire que là je parle de cozy mystery contemporain et c'est le premier que je lis et vraiment je suis ravie puisque je l'ai vraiment adoré. J'ai passé un super bon moment. Livre qui d'ailleurs, je le redis, m'a été offert par Marie de Lucioline Books pour mon anniversaire. Et franchement, Marie, bonne pioche, encore une fois. De quoi il s'agit? En fait, nous sommes en Angleterre, nous sommes sur les bords de la Tamise et nous sommes au sein de la communauté de la ville de Marlowe. Et en fait, je vais vous montrer le petit plan qui est très bien fait. Nous avons donc juste ici la Tamise et autour de cette Tamise va se passer une scène de crime entre la maison de Judith, c'est celle-ci, la maison de Judith Potts qui est là et la maison d'un fameux Stéphane qui est là. Et en fait Judith est donc chez elle un soir et elle entend voilà des bruits étranges, elle entend un coup de feu de l'autre côté de la Tamise et elle décide du coup d'aller voir ce qui se passe. Donc elle traverse la Tamise en ramant puisque en fait toutes les maisons au bord de la Tamise ont une petite embarcation pour pouvoir la traverser et pour pouvoir naviguer sur la Tamise. Donc elle traverse la Tamise, elle arrive du coup chez le fameux Stéphane et elle surprend du coup potentiellement l'assassin qui s'enfuit et du coup sur ces entrefaits bien sûr démarre une espèce d'enquête et vous l'aurez compris, cette fameuse Judith Potts de 77 ans qui crée des mots croisés pour les plus grands quotidiens anglais et qui vit dans une très belle demeure sur les bords de la Tamise et qui adore boire son petit whisky le soir et qui cache une clé autour du cou lui permettant d'ouvrir une porte qui permet d'accéder à un endroit où elle dissimule des secrets, cette dame va mener l'enquête en parallèle de la police. Mais elle ne va pas le faire seule, elle va le faire en compagnie de Bex qui est la femme du vicaire de Marlowe et en compagnie de Suzy qui est une espèce de dog-sitter et qui habite également Marlowe. Et les trois femmes vont être liées de plus ou moins près à ces meurtres, puisqu'elles connaissent les gens du coup autour du meurtre de Stéphane et autour d'autres meurtres qui vont du coup être commentés. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup forcément comme c'est une petite communauté où tout le monde se connaît, et bah forcément ça va un petit peu tourner autour du même cercle et ça va un petit peu leur prendre la tête puisque ce meurtre est assez particulier. Bien entendu je ne vais pas vous en dire plus, je peux juste vous dire que c'est des meurtres qui vont tourner autour du milieu de l'art, autour du milieu de l'aviron. Et voilà, je n'en dirai pas plus. Mon petit chat s'agace, en fait il a réussi à se mettre sur le ventre. Et je pense qu'il s'agace. Je vais juste mettre sur pause et je reviens. Voilà, et donc ce sont trois personnalités qui sont assez atypiques. Donc il y a Judith qui est cette femme très riche, veuve, comme je le disais, qui crée des mots croisés. D'ailleurs dans le livre, il y a des mots croisés à résoudre. Il y a du coup Suzy, comme je le disais, qui du coup est dog-sitter et qui est une dame plutôt baraquée, enfin plutôt
un peu, enfin voilà, bien trempée. Et il y a Bex du coup qui est la femme du vicaire, une femme au foyer qui s'occupe très bien de son intérieur, très bien de ses enfants, qui est très bien apprêtée et qui a peur un petit peu de sortir du cadre, de sortir des limites, puisque c'est la femme du vicaire et qu'elle a une attitude à conserver. Et bien entendu, à un moment, Beck va devoir sortir de son cadre bien propre pour mener cette enquête avec Suzy et Judith. J'ai adoré le fait que ça se passe en Angleterre, j'ai adoré le rythme, j'ai adoré le meurtre, le côté Tamise, le côté on passe d'une rive à une autre. J'ai adoré le personnage de Judith qui a, on sent ses petites habitudes où elle a voilà son petit verre de whisky le soir, ou quand elle crée du coup ses mots croisés, c'est sur une feutrine verte avec du papier millimétré, avec un crayon mine 6 bien taillé, etc. Mais qui à la fois vit dans un espèce de capharnaüm de folie. J'aime bien ce côté un petit peu voilà, mamie qui se mêle un petit peu de tout. C'est un petit mamie commère, mais pas mamie commère à cariatre, quoi. Mamie commère vraiment élégante, intelligente. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce Cozy Mystery et je vais m'empresser de me procurer le tome 2 parce que vraiment, si jamais vous n'avez, c'est pas un genre qui vous attire, si vous ne savez pas par quel Cozy Mystery commencer, moi ça a été un peu mon cas où à un moment face à cette mode des Cozy Mystery où il en sortait mais de toutes parts, où on ne savait plus où donner de la tête, franchement pour commencer celui-ci il est vraiment topissime. Voilà pour mon avis sur celui-ci. Je suis toujours du coup, parce qu'en fait j'ai commencé à en parler les Dames de Marlowe qui du coup m'a bien accaparé, donc j'ai un peu moins avancé à l'encre rouge de Marjorie Tixier. J'en suis page 100 et quelques. J'aimerais bien avancer ce soir. C'est toujours la même histoire, hein, donc je vais pas vous en dire plus, j'ai pas plus avancé. Et je suis passée à la bibliothèque samedi matin, c'est un peu notre rituel avec mon grand d'aller à la bibliothèque le samedi matin. Et d'habitude, on prend juste pour lui. Mais bien entendu, comme vous vous en doutez, généralement mon œil divague et oh, un livre sympa, oh, une BD cool. Généralement, à la bibliothèque, je prends plutôt les graphiques ou les BD. Mais là, je me suis complètement fait avoir par les couvertures qui d'ailleurs, en plus, se ressemblent. Ce sont vraiment des illustrations. Donc j'ai pris ces deux livres. Et en plus, sans faire exprès, je me suis rendu compte que les deux c'était des jeunesses mais qui du coup étaient classés dans ma bibliothèque. En tout cas ils étaient dans les romans puisque celui-ci est à partir de 13 ans édité chez Pocket Jeunesse. Mais je n'ai pas vu qu'il était édité chez Pocket Jeunesse puisqu'il y a l'étiquette. Il s'agit de Amande de Won Byung-chon, le roman best-seller coréen Comment vivre quand on ne ressent à rien. Je vous lis le résumé. Yoon Jae, 15 ans, n'arrive pas à ressentir les émotions. Son amygdale cérébrale, son amande, ne fonctionne pas bien, alors pour se fondre dans la masse, il doit retenir les codes de la société comme les tables de multiplication, imiter les autres quand il rit, dire bonjour s'il te plaît, merci quand il faut, paraître normal en somme. Quand une tragédie bouleverse sa vie, il se retrouve seul face à l'adversité. Contre toute attente, Gon, un garçon de son âge rebelle, colérique et violent s'intéresse à lui. Entre eux naîtra une amitié improbable qui permettra à Yoon Jae d'expérimenter ses premières émotions, mais devenir plus humain et s'ouvrir aux autres à un prix. C'est un roman coréen coup de cœur du groupe K-pop BTS. Alors autant vous dire que je ne connais pas le groupe K-pop BTS. Grand prix des libraires du Japon, plus de 600 livres vendus en Corée et près de 1 million au Japon. Voilà, donc écoutez, je n'ai jamais lu de littérature coréenne, encore moins de la littérature jeunesse coréenne. Donc là l'équation est comme qui dirait pas forcément évidente pour moi, mais je pense que ça peut me plaire. En tout cas j'aime beaucoup cette histoire d'ado de 15 ans qui n'arrive pas à ressentir les émotions. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris Nos éclats de miroir. J'aime beaucoup la couverture de Florence Hinkel. Donc là je l'étais chez Nathan. Je vous lis rapidement le résumé. Chère Anne, ma vie n'est vieille que de 14 ans et 11 mois, pourtant je sais déjà qu'écrire en fait partie intégrante. Alors dans ce journal, je vais te raconter ce qui m'interroge, me fait rire ou me bouleverse, toutes ces choses que je n'oserais jamais dire à voix haute. Le voile devant les yeux de ma mère, ma meilleure et parfois cruelle amie Bérénice, ma grande sœur si forte et déterminée,
Dimitri, mon amour d'enfance perdu de vue, la complexité du monde, mais aussi mon reflet si mouvant qu'il m'échappe, ou parfois se brise. Je vais te parler de nos éclats de miroir, les tiens, les miens, les leurs. Télérama, Cléo se met à nu avec une sincérité magnifique, une sensibilité de cristal. Un récit sensible qui dit l'adolescence avec justesse et éclat. Magistral, 170 pages d'intimité, d'émotion et de pure poésie. Un très beau texte à fleur de peau, tendre et funambule. Voilà, du coup, pour ce livre édité chez Nathan. Alors, livre jeunesse, hein, donc écrit vraiment gros, donc je pense que vraiment, ou c'est le livre qui me fait une soirée, ou en tout cas, c'est le livre qui me fait 2 soirées, mais ça va pas faire... ça va pas faire un pli, c'est comme celui-ci, Amande, qui est un peu plus gros, mais pareil, avec des interlignes plutôt gros, des marges aussi. Enfin, franchement, je pense que ça va bien passer. Les deux vont bien passer. Voilà pour ce vlog qui se termine ici. Nous sommes dimanche, il est 16h30, 16h45, quasi 17h. Je vais au sport ce soir, le dimanche, quand j'ai le temps, quand j'ai l'occasion, quand j'ai la motivation, je vais faire de la danse latine. Donc ce soir c'est danse latine et j'aimerais bien là du coup, avant d'y aller, pouvoir télécharger cette partie de vidéo sur mon montage qui est déjà bien avancée. Il faut que je règle cette histoire de miniature, j'ai la photo mais j'ai pas fait tout le montage, les écritures, les machins. Donc en gros, plutôt que de vous parler, il faut juste que je m'active pour finir tout ça avant de partir et idéalement lancer le chargement de la vidéo pendant que je suis au sport. Voilà, c'était donc un nouveau vlog, c'était la fin de ce vlog et du coup dans tous les cas, je vous retrouve bien vite. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon Instagram, les mots des autres, allez-y, n'hésitez pas, il se passe aussi pas mal de choses par là-bas. Allez, je vous dis à plus.